Le président de région précise sa politique de rééquilibrage du territoire. Harry Chalus s'est rendu dans le Nord Grande-Terre, dans la commune de Port-Louis. Il a été question d'identifier les projets concrets qui pourront être soutenus par la collectivité régionale. L'Union des usagers solidaires pour Basse-Terre et la municipalité ont croisé le fer ce matin. Nathalie Edo a claqué la porte, mais des avancées sensibles ont été enregistrées. Le reportage de Karen Diama et de Nathalie Dinan sur cette nouvelle confrontation dans le chef-lieu. Et c'est l'événement scientifique de cette fin d'année. Un grand colloque scientifique international doit se tenir au Memorial Act le 28 octobre prochain. Il portera sur l'impact de l'esclavage sur les Afro-descendants. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. C'était une promesse de campagne, mais aussi une nécessité pour le rééquilibrage du territoire. Le président Harry Chalus s'est rendu dans le Nord Grande-Terre aujourd'hui. Il s'est entretenu avec le maire de Port-Louis afin de dresser un état des lieux et surtout de parler des grands projets prévus pour la commune afin de redynamiser celle-ci. Reportage Isabelle Hameau. Il s'agissait lors de cette visite de pointer du doigt sur l'état de vétusté de certaines infrastructures publiques du centre-bourg de Port-Louis. Certaines zones manquent d'éclairage, comme sur ce boulevard, où plusieurs bâtisses sont à reconstruire. Il y a la colonne vertébrale de Port-Louis, le boulevard, ce front de mer, ce littoral que nous avons. Donc je crois que finalement, c'est déjà la maîtrise d'ouvrage déléguée de la région. Aujourd'hui, il est question que la deuxième tranche soit opérationnelle. C'est pour ça justement j'ai fait ressortir, fait marcher, promener le président sur ce boulevard de manière à ce qu'il puisse bien comprendre effectivement la nécessité pour nous de faire en sorte que ça sert pour nous aussi d'attractivité économique, faire en sorte que les commerces, petits commerces, ceux qui veulent effectivement donner un peu d'attrait à ce boulevard, participent là aussi au développement de la commune de Port-Louis. Un peu plus loin, le stade à l'abandon devrait être rénové. Le lieu ne garantit pas la sécurité des jeunes et scolaires qui viennent l'emprunter. C'est là que les jeunes se forment, c'est là effectivement que les écoles viennent, c'est là que les associations sportives viennent. Et aujourd'hui, vous voyez dans quel état lamentable se trouve notre stade. Donc là aussi, avec la région qui est en charge du développement, qui est en charge effectivement de l'équilibre du territoire, le président a une oreille attentive face à cela. Et je veux croire qu'avant longtemps, les efforts vont être faits pour que Port-Louis, merci, qu'on puisse retrouver la population de Port-Louis au stade de Port-Louis. Au lieu de refaire la clôture, pourquoi ne pas faire des locaux commerciaux tout le long qui servira, les locaux serviront de barrière. Moi, je voulais concevoir un véritable en même temps, ça peut rentrer dans le cadre d'une pépinière d'entreprise. De son côté, la région, avec son projet Océan, contribuera au développement touristique de la plage du Souffleur. L'idée est d'offrir aux touristes une plage équipée et sécurisée. Nous avons voulu commencer aujourd'hui par Port-Louis, connaissant les difficultés de cette commune et connaissant aussi, comme l'a dit le maire, le déficit que rencontre cette commune. Surtout que dans le cadre de notre politique de développement économique, l'économie bleue, nous sommes sur une plage, l'une des plus belles plages de la Guadeloupe qui mérite vraiment un aménagement pour amener du tourisme, de la richesse et surtout aussi de l'emploi avec les projets qu'ils ont à Port-Louis. Pour nous, c'est tout à fait naturel de venir accompagner les projets de la municipalité aujourd'hui. La commune de Port-Louis connaît un déficit d'un peu plus de 6 millions d'euros, soit un ratio d'endettement de 1 000 € par habitant. Elle sera accompagnée par la région sur d'autres projets pour son développement économique. Après s'être mobilisée massivement le 21 septembre dernier, l'Union des commerçants de Basse-Terre a été reçue ce matin par Marie-Luce Panchard. Une délégation de 5 commerçants s'est donc entretenue pendant près de 3 heures avec elle pour tenter de trouver des solutions. Les détails et l'issue de cette rencontre commentée par Karen Diama et Nathalie Dinan. C'est moi, je vais quitter la réunion parce que ça ne me convient pas, c'est du foutage de gueule. Rencontre écourtée pour la présidente des commerçants de Basse-Terre. Après 3 heures de négociations, aucune proposition n'aura semblé satisfaire l'UCBT. Il y a une discrimination au niveau de la tarification, d'accord, qui est inadmissible. Et je ne pourrais pas accepter cette discrimination. Donc moi, aujourd'hui, je me suis levée et je suis sortie de la réunion parce que je n'accepte pas que certains c'est 30, d'autres c'est 90, d'autres c'est la gratuité. Après, on nous propose un parking avec une navette jusqu'à Rivière-des-Pères. Non mais attendez, il faut arrêter. On va arrêter, il faut arrêter là. À tout ceci s'ajoute la tarification de la zone rouge, qualifiée d'exorbitante par les commerçants, zone qui comprend les axes principaux de la ville, comme la rue du Courne-Olivos ou encore la rue de la République, une décision qui accentue la colère des commerçants. C'est une zone qui est à 2,50 €. Okay. Aujourd'hui, à partir de demain, elle va être verbalisée si on vient se garer. Comment mon client
pourra accéder, comment mon client pourra avoir l'attractivité que nous essayons de mettre en œuvre pour pouvoir venir me voir. C'est pas possible. Donc on nous propose d'aller nous garer sur les zones oranges ou les zones vertes, d'accord, on est d'accord pour laisser la place à la clientèle, mais moi je défends mon client. Mon client, il est hors de question qu'il paye 2,50 € pour venir dans mon magasin. En face, Marie-Luce Panchard, très sereine, s'est dite satisfaite de cette rencontre qui aura permis, selon elle, d'avancer sur plusieurs points. J'ai annoncé dès aujourd'hui que nous étions d'accord pour faire en sorte que le stationnement sur voirie soit gratuit le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. S'agissant des salariés, notamment des salariés des petites entreprises et des artisans, j'ai clairement indiqué que nous pouvions mettre à disposition des stationnements gratuits à l'entrée de la ville, en particulier dans un secteur sur lequel nous pouvons intervenir, qui est celui de Rivière-des-Pères, avec un principe de navette en lien avec la communauté d'agglo du Sud-Bastia qui a la compétence transport. Donc il y a eu un certain nombre d'avancées. Des avancées qui visiblement n'auront pas fait l'unanimité. Aujourd'hui, ce qui est acté, c'est que la zone rouge est à 2,50 €. Nous la contestons, ce tarif. Il est trop excessif, il est dissuasif pour le consommateur. Mais nous avons la zone orange et la zone verte qui est encore gratuite à ce jour. Nous n'avons pas réglé les problèmes des abonnements pour les gens qui travaillent. Donc, les gens qui travaillent à Basse-Terre n'ont pas encore la solution de l'abonnement. On leur propose du 60 ou du 90 € et c'est excessivement cher. Seule véritable avancée de ce conflit, les professionnels de santé pourront désormais exercer leurs déplacements en toute gratuité, peu importe la zone. Et en attendant, le prochain rendez-vous entre les parties est prévu dans un mois pour tenter de trouver des solutions définitives. EDF Archipel Guadeloupe tente de soigner son image. Ce matin, la société a organisé un village Excellence Santé et Sécurité à l'attention de ses salariés, mais aussi de ses prestataires. Patrick Curie et Meuse Dexter étaient sur place au siège à Bergevin-Pointe-à-Pitre. Les commentaires de Jacques Canval. Le village Excellence Sécurité Santé était une bonne manière pour EDF Archipel Guadeloupe de sensibiliser ses agents et ses sous-traitants aux nouvelles normes induites par une économie en pleine mutation. On fait un métier où on est exposé à des risques, du risque électrique, du risque de plein pied, du risque de travaux en hauteur, les personnes qui travaillent avec nous aussi. Et on a voulu, à travers ce moment fort, tous les stands que les gens vont pouvoir découvrir, avoir un moment de recul autour de cet enjeu majeur de la prévention santé-sécurité, parce que très clairement l'objectif qu'on a, c'est que chacun de nos agents, chacune des personnes qui travaillent avec nous rentre en pleine santé chez eux le soir. C'est à la fois respecter des exigences, et c'est aussi à la fois une ambition, parce que la conviction qu'on a, c'est que le meilleur moyen d'avoir des résultats en prévention santé-sécurité, c'est que chaque personne qui est au contact des risques ait conscience de ces risques et agit pour le bien de sa sécurité. Donc voilà, donc c'est une exigence, mais c'est avant tout une ambition qu'on veut partager avec l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous. Sur ce village, il y avait des démonstrations d'extinction de feu. Il était également question des risques physiques liés à différentes positions lors de l'exécution de certaines tâches au travail. Dans tous nos métiers, on a des collègues qui se déplacent sur le terrain. Donc il y a de bonnes pratiques en matière de posture au travail à avoir et des postures qui peuvent faire mal. Donc ces affiches, ces informations leur apportent les bonnes pratiques, que ce soit la tête, les bras, l'épaule, le tronc, la colonne, à savoir comment ne pas s'abîmer le corps en faisant de mauvaises pratiques dans l'activité au quotidien. L'entreprise a pu présenter un certain nombre d'innovations, comme les nouveaux compteurs plus intelligents qui remplaceront courant 2017 les bons vieux compteurs mécaniques. Ce coffret, il sera donc pas posé tout de suite. Il y aura un gabarit qui prendra la forme de ce coffret à intégrer dans votre clôture en construction. Et à l'issue de cette construction de clôture, vous aurez la possibilité de faire une demande de raccordement. Et l'électricien d'EDF qui viendra sur place va casser ce gabarit qui est intégré donc à la clôture en tant que gabarit. Et vous pourrez plus facilement intégrer votre coffret à l'intérieur de votre clôture. Il sera esthétique et il sera aussi sécurisé. Avec des compteurs qui seront placés à l'intérieur des maisons avec les disjoncteurs, juste pour prévenir
le déploiement qui doit arriver des compteurs intelligents parce qu'eux, ils doivent être placés à l'intérieur. Le village Excellence Sécurité Santé se voulait complet avec des modules sur la prévention sismique et la démonstration canine. Celui-ci s'est clôturé par une grande fresque sur la sécurité. Demain débuteront les élections pour la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Ceci dans un contexte de crise sociale pointé du doigt par le syndicat UGTG. José Gardarcan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes le président de la Fédération régionale du BTP Guadeloupe, mais également membre de la liste Guadeloupe économique. Alors, de nombreuses entreprises privées étaient bloquées hier par le syndicat UGTG, également les collectivités régionales, surtout en Basse-Terre, le conseil départemental, la région. On a le sentiment d'un véritable mal-être en Guadeloupe, où on voit la souffrance des travailleurs, leur ras-le-bol. Quel est votre regard sur cette situation actuelle? Je vais tout simplement vous dire que ça ne dure pas d'hier. La souffrance des travailleurs et des entreprises, parce que nous sommes sur le même bateau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai problème économique en Guadeloupe, où il y a un manque d'activité, où les entreprises qui aujourd'hui travaillent ne sont pas payées, okay, et qui sont déférées devant le tribunal de commerce afin d'être liquidées. Aujourd'hui, il y a un vrai malaise, il y a un malaise de la part des entrepreneurs, mais de la part des salariés aussi de même, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent en liquidation, et de là, ces salariés sont licenciés. Vous les comprenez, ces salariés, qui se sont mobilisés hier, par exemple? On comprend parfaitement, ils ont des revendications qui sont légitimes aussi. Comme nous-mêmes, en tant que patrons, nous avons des revendications qui sont légitimes, et nous nous battons pour que nous puissions exister et continuer. Alors, vous êtes membre d'une liste Guadeloupe économique qui se présente pour accéder à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Alors, c'est quasiment la même équipe, quasiment les mêmes, qui reviennent, qui se représentent que l'équipe actuelle. Quel changement peut-elle apporter? Quelles promesses est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Je n'accepterai pas qu'on puisse dire que c'est la même équipe qui revient aujourd'hui. Vous avez pu voir la constitution de cette liste. Vous allez voir, il y a des anciens, parce que c'est vrai qu'il y a des anciens. Il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre, je dirais. Okay, mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est Guadeloupe économique qui présente une liste aux élections à la Chambre de commerce. Et dans cette Guadeloupe économique, vous avez le MEDEF, vous avez la Fédération, vous avez les MPI, la CGPME, la FTPE. Les ténors de l'économie guadeloupéenne. Qui s'étaient rassemblés. Et je pense que c'était intelligent de la part de ces différents syndicats de se réunir pour pouvoir travailler. Chose que vous avez vu, les derniers problèmes que nous avons eus à la Fédération et où nous avons fait une réunion WTC, vous avez vu que Guadeloupe économique était présent à nos côtés. José Gardarcan, certains disent que c'est la liste de Colette Coury. Qu'est-ce que vous dites? Je ne peux pas accepter de dire que c'est la liste de Mme Coury. Mme Coury n'est pas aujourd'hui présidentiable dans le cadre de sa succession. Elle n'est pas présidentiable, mais elle peut avoir une influence. Elle est présente, je dirais, parce qu'il y a certains membres de son équipe, dans l'ancienne équipe, qui sont avec nous. Comme je dis, il y a des jeunes, il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des pêcheurs, il y a des commerçants, il y a des jeunes qui arrivent sur cette liste. Il y a une présidence qui est en place, qui est arrivée au terme de son mandat. Nous avons constitué une liste qui s'appelle Guadeloupe économique, avec de nouveaux arrivants et des anciens qui veulent continuer de travailler avec cette jeune équipe. Nous arrivons, nous ne connaissons pas spécialement comment ça fonctionne la Chambre de commerce, donc nous avons des anciens qui nous accompagnent et je les remercie. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui arrivent et qui veulent travailler pour défendre les entreprises en général, parce qu'on s'entend dire qu'il y a des grosses entreprises, il y a des petites entreprises. Nous sommes sur le même bateau. Aujourd'hui, la société guadeloupéenne est en train d'évoluer, donc il faut qu'on se mette ensemble, et c'est chose que nous avons faite aujourd'hui avec le MEDEF, la CGPME. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais aujourd'hui, pour défendre l'économie guadeloupéenne qui est en grande difficulté, vous l'avez dit en préalable, les salariés sont à la rue, et avec raison, parce que vous avez des gens qui perdent leur emploi. On n'est pas forcément d'accord entre les syndicats patronaux, mais on arrive à se mettre ensemble pour pouvoir défendre l'économie de Guadeloupe. José Gardarcan, en tant que président de la Fédération du BTP de Guadeloupe, quel regard portez-vous sur le bilan de l'équipe actuelle, celle qui s'apprête à partir? Vous savez, il y a toujours des bons côtés. Votre avis, monsieur Gardarcan? Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. On ne peut pas reprocher à Mme Coury de ne pas avoir travaillé. Qu'il y ait des déçus de l'équipe Coury, on peut le comprendre, parce qu'on les retrouve en face dans l'équipe opposante à notre liste. On peut le comprendre, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais on ne peut pas dire que l'équipe qui était en place n'a pas travaillé. Ils ont fait des choses qu'on a vues, on ne peut être d'accord ou pas d'accord, on ne peut pas être aimé de tous. Okay? Pour preuve, je ne vais pas lancer la pierre à M. Nagam. M. Nagam a été créé par Mme Coury et M. Coury. Et aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord, c'est son droit.
Il était avec nous sur la liste de Guadeloupe économique, il s'en est allé, il a ses ambitions personnelles. On ne lui en veut pas. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse passer le message que c'est la liste de Mme Coury. Mme Coury est arrivée au terme de son mandat. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui se présente, et j'espère qu'on va être élu pour pouvoir défendre les entreprises de Guadeloupe et des îles de Guadeloupe. C'est le nom de notre liste. Mais je ne peux pas admettre qu'on puisse dire en permanence et chercher comme prétexte on est en train de justifier le bilan de Mme Coury. Non. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui vient en place avec des anciens de l'équipe de Mme Coury. Et comme je dis, je les remercie d'être avec nous parce qu'ils ont une certaine connaissance de ce qui s'est passé et ils sont là pour nous accompagner. Même dans leur secteur, vous avez des commerçants qui étaient dans l'ancienne équipe et qui sont sur notre liste. Vous avez des pêcheurs, vous avez des industriels, vous avez tout le monde. On a essayé de regrouper tout le monde. Nouvelle équipe veut dire nouvelles idées également. Est-ce qu'il y aura rupture avec justement les pratiques de l'ancienne équipe? Les pratiques de l'ancienne équipe, je ne les connais pas. Je n'étais pas présent, je suis nouveau. Vous êtes un acteur de l'économie guadeloupéenne. J'ai vu, il y a des choses qui se sont faites. On ne peut pas dire. Il n'y a pas d'histoire de rupture. Il y a des choses qui ont été mises en place. L'économie guadeloupéenne se porte mal. Il se porte mal. Et justement, c'est le but. Il faut changer certaines choses, voilà, certainement. Il faut changer certaines choses, je suis d'accord. Mais c'est le but de cette équipe qu'on a formée avec les différents syndicats patronaux, de pêcheurs, d'industrie et de tout ça pour pouvoir sortir la Guadeloupe dans la situation dans laquelle elle est et défendre les intérêts des entreprises, des petites comme des grandes. Quelle est votre ambition et sur quoi va s'axer justement votre politique de la liste Guadeloupe économique? La politique, c'est comme je viens de le dire. La société guadeloupéenne est en pleine mutation aujourd'hui. Vous-même, vous l'avez dit en préalable, vous voyez les difficultés que nos entreprises rencontrent. Donc c'est de pouvoir défendre ces entreprises, de défendre les différents secteurs que sont le tourisme, le commerce, le petit commerce, les entreprises du bâtiment. Et c'est pour ça que nous avons chaque président de syndicat autour dans cette liste qui représente la liste que nous formons. C'est parce que nous ne sommes pas spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste de la pêche. Je ne suis pas spécialiste du tourisme. Nous avons un jeune pêcheur qui est avec nous de Sainte-Rose, qui représente les pêcheurs. Nous avons M. Vialcolé qui représente le tourisme, M. Blandin qui représente le MEDEF, moi-même, M. de Salm, les MPI, Mme Tibus, la CGPME. Donc, on essaie de faire un groupement d'entrepreneurs et de syndicats pour pouvoir faire avancer la Guadeloupe, parce que nous sommes en difficulté. Ce n'est pas le secteur du BTP seulement qui est en difficulté, vous le savez pertinemment. Aujourd'hui, on l'a prouvé, on a déjà dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Nos entreprises sont liquidées aujourd'hui régulièrement, mais dans tous les secteurs, pas spécialement dans le BTP. Donc il faut se mettre autour de la table pour pouvoir, et ces choses que nous avons faites là aujourd'hui, pour pouvoir sortir la Guadeloupe, ou tout du moins essayer. On n'a pas forcément tous les moyens pour le faire, mais la politique de la chaise vide, j'ai assez entendu dire qu'on n'était pas représenté. Aujourd'hui, je demande aux jeunes Guadeloupéens de venir et de participer à la vie économique de la Guadeloupe. Parce qu'on a tout tendance à dire, ah oui, ce sont les autres. C'est toujours les mêmes. José Galarcan, j'imagine que vous avez un regard attentif concernant l'action du Conseil régional. Qu'est-ce que vous pensez, pour le moment, de l'action d'Harry Chalus? Vous savez, Harry Chalus vient d'arriver il y a 1 an. Je pense qu'il déjà 1 an. Ça va faire 1 an, et moi je dis que ça fait déjà trop longtemps. Nos entreprises sont en attente. Je pense qu'il est en train de faire l'état des lieux. J'espère que ça ne prendra pas 2 ans. J'espère que d'ici l'année prochaine, ça va démarrer. Mais déjà, on demande à ce que nos entreprises soient payées de ce que nous avons réalisé. Et que derrière, on puisse avancer. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut le changement non plus et qu'on reste à attendre et de dire que rien ne va. Il faut que de notre côté, il a parfaitement ses raisons de dire, moi, je suis arrivé, je fais un état des lieux. Mais derrière, il faut, et c'est un message que je lui fais passer aujourd'hui, il faut relancer la machine. L'économie de la Guadeloupe en a besoin aujourd'hui. Il est l'un des principaux donneurs d'ordre. Il faut qu'on puisse démarrer parce que les entreprises ne pourront pas attendre. José Galarcan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Une autre élection de grande importance se joue en ce moment même, celle de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le dépouillement a commencé aujourd'hui en préfecture. Karen Diama et Nathalie Dinan nous en disent plus. On regarde. Baboulal Christiane, fabrication à voter. Les opérations de dépouillement des élections de la Chambre des métiers ont débuté dès 7 h ce matin à la préfecture et se sont déroulées dans une bonne ambiance. Tête de liste et mandataires étaient présents. Nous avons organisé les opérations en accord avec les participants.
du public. Nous avons arrêté un certain nombre d'étapes pour permettre le dépouillement qui soit à la fois cohérent et efficace et que nous puissions assurer la transparence. Nous avons installé, aménagé la salle de sorte que le public puisse effectivement avoir accès aux opérations, puisse en prendre connaissance, puisse nous interpeller quand il y a une observation à porter et nous intégrons effectivement ces discussions et ces échanges avec eux. Du 29 septembre au 14 octobre, les électeurs ont voté par correspondance uniquement, le cachet de la poste faisant foi. Et aujourd'hui, 19 octobre, c'est l'heure du dépouillement des 4115 plis. Le dépouillement est régi par un certain nombre de textes réglementaires, législatifs d'abord. Le code de l'artisanat dispose d'un certain nombre de jours francs qui doivent être observés pour pouvoir procéder au dépouillement. On comptabilise les plis qui sont valides par rapport aux autres et après on va procéder effectivement au dépouillement des bulletins de vote. Il faut effectivement vérifier les étapes, les contrôler, donc c'est extrêmement long. Une procédure longue et fastidieuse qui les mènera jusqu'au bout de la nuit et dans 2 jours aura lieu la proclamation des résultats. On connaîtra le nom du nouveau président de la Chambre des métiers de l'artisanat parmi les 3 listes en lice. Revenons maintenant sur ce fait divers qui a fortement choqué l'opinion publique, celui qui concerne les 2 braquages de véhicules qui ont été suivis d'un viol et d'une tentative de viol. L'enquête menée par la police judiciaire a permis d'interpeller 2 jeunes suspects qui ont finalement avoué les faits. Comment expliquer que ces 2 mineurs de 17 ans aient pu commettre un tel acte? Isabelle Hameau a recueilli vos avis. On vous écoute. Effectivement, ça m'a beaucoup choqué l'histoire du viol là. Mais en fait, il faut savoir, puisque ce sont des mineurs de 17 ans apparemment, il faut savoir qu'est-ce qui les pousse vraiment à faire ça. Est-ce qu'ils sont oisifs, ils sont là à ne rien faire, puisqu'en fait, je pense que c'est un manquement qui les pousse à agir ainsi en fait. Voilà. Comment expliquer ça? C'est parce que les enfants sont sans repère. Ils n'ont pas de parents pour les guider, donc voilà, il faut un petit peu tout et n'importe quoi. Tout simplement, moi je ne vois pas. Je me dis un enfant qui n'est pas mineur, qui fait ce genre de choses, c'est qu'il n'y a pas un parent derrière pour guider. Est-ce qu'il ne faut pas que l'État déjà prenne des résolutions, mettre en place, je ne sais pas moi, des centres pour les jeunes, pour les inciter à rester, à mettre des activités en place? Parce qu'en fait là, ils font rentrer les gendarmes effectivement, mais ça n'améliore pas les choses. Je pense que ça fait encore augmenter la violence et ce n'est pas le but. Comment peut-on expliquer que cette violence, en tout cas, soit commise par des jeunes, des mineurs de 17 ans, et qu'ils commettent des crimes, des agressions et des viols, en tout cas? Alors donc ça peut arriver, c'est un phénomène de société. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils ont laissé Dieu de côté et puis voilà. Il n'y a pas d'autre solution que le mal s'empare de jeunes, de personnes âgées et autres. Hein. Donc il faut retourner un peu à l'église, voilà, comme on faisait avant les dimanches, avec les parents, en famille, manger en famille, retrouver la famille, se réunir en famille, voilà. On peut expliquer ça par le fait effectivement qu'il y a un gros problème de société, il y a tout ce qu'on voit à la télé, il y a l'effet de mode, tout ce qu'on voit, on veut faire, on veut essayer. Et on a l'impression aussi qu'il y a une sorte les jeunes, il y a une sorte d'impunité quelque part au niveau de la justice. On a l'impression que ce sont toujours les mêmes qui font les mêmes choses, qui recommencent. Pourquoi il n'y a pas des centres, des prisons adéquates pour mettre ceux qui commettent des délits? Il y a l'éducation que certains jeunes reçoivent, je parle de la bonne éducation, et que de leur côté, ils rejettent l'éducation. Donc il y a ça aussi. Je pense qu'il y a un laisser-aller des parents et puis aussi que les jeunes ne se cassent pas la tête. Ils voient quelque chose, ils le veulent, ils le prennent. Ils ne se posent pas de questions. Parce qu'on est dans un monde de violence, malheureusement. Tout autour de nous, c'est que de la violence, à la télé, les jeux, tout. Donc ils grandissent avec cette normalité. Moi je trouve que c'est un manque de respect, pour la famille qui ne donne pas assez de responsabilités. Après quand on les arrête, on les met au tribunal, on dit qu'ils ont eu une enfance difficile. Je pense des fois c'est vrai et des fois c'est pas vrai. Je pense que comme il a dit, c'est manque de repères. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui vivent sans leurs parents, en fait les 2 parents. Le plus souvent c'est soit avec la maman et la maman est dépassée, le papa n'est pas là, ils ne connaissent pas le papa, c'est toujours ça aussi. Donc après voilà, moi je pense que ça doit être ça. Hein.
Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques instants. Vous en saurez plus sur le grand colloque scientifique qui doit se tenir prochainement au Memorial Act sur l'impact de l'esclavage sur les afrodescendants. Et puis nous irons en Guyane à la rencontre d'un Amérindien qui réinvente le patrimoine de ses ancêtres. Et cela ne vous a sans doute pas échappé, il fait particulièrement chaud et lourd en ce moment, une situation normale selon les spécialistes. Alors comment faites-vous pour vous protéger? Nos confrères Céline Chalonneau et Michelet François ont mené l'enquête, on regarde leur reportage. Si tout le monde s'accorde à dire que ces dernières journées de chaleur sont particulièrement étouffantes, selon Météo France Martinique, les températures relevées sont tout à fait de saison. Toutefois, le cocktail soleil et humidité est difficilement supportable pour ceux qui travaillent en extérieur ou même visitent notre île. On essaie de trouver des endroits climatisés et ensuite de l'ombre et un peu de vent. Vu que je travaille tout ça, il n'y a pas photo. Je sens qu'on souffre de la chaleur. Hein. Ah ouais. Et pour le reste de la population, le constat est le même. Il fait chaud. Alors beaucoup s'adaptent car quand le mercure monte, le risque de déshydratation est plus important, surtout pour les publics dits fragiles. Il m'arrive d'arriver à jusqu'à 3 litres d'eau. Disons, puisqu'on a chaud dans la maison, on a là le ventilateur, mais on a soif. Je me lève une petite bain de mer, 2-3 douches par jour, et puis je me relaxe un petit peu. Avec la chaleur, ça habitué comme ça, il faut tenir. Pour les spécialistes des changements climatiques, il n'y a pas encore de conséquences graves et visibles par l'homme du réchauffement de notre planète. Toutefois, en période de chaleur qui s'installe, il est recommandé de s'en protéger, mais surtout d'adopter le bon comportement. La bonne solution, c'est peut-être d'ouvrir un peu aussi portes et fenêtres pour laisser l'air circuler. Alors malheureusement, les maisons ne sont pas forcément bioclimatiques et construites comme elles l'étaient du temps de nos grands-parents où elles étaient construites dans le sens des alizés, mais il n'empêche qu'ouvrir les fenêtres, ça peut parfois être une bonne solution. Ou alors, s'il s'avère nécessaire de climatiser, mais en n'utilisant pas la climatisation, en ne la mettant pas à 16 degrés par exemple ou à 15 degrés, mais en la mettant à 22 degrés parce qu'il fait tellement chaud dehors que le différentiel de température entre la climatisation à 22 et une température extérieure à 32 ou 33 degrés permettent de toute façon d'avoir une sensation de bien-être. Deuxièmement, c'est utiliser aussi peut-être des ventilateurs parce qu'on utilise toujours la climatisation en oubliant que le ventilateur est un brasseur d'air qui peut être très, très efficace aussi. Gardez donc vos bouteilles d'eau à proximité car le thermomètre n'est pas près de baisser. Selon les prévisions de Météo France, il fera encore chaud dans les jours à venir. Et quel est l'impact de l'esclavage d'un point de vue psychologique sur les afrodescendants? C'est la question qui sera débattue, analysée, décortiquée lors d'un grand colloque scientifique international qui aura lieu le 28 octobre prochain au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Les organisateurs ont organisé une conférence de presse ce matin. Le reportage est signé Linda Kayarsi. Un colloque scientifique d'envergure internationale pour faire le point sur les conséquences psychologiques de l'esclavage, une première. Alors, les conséquences psychologiques majeures, c'est d'abord le racisme, c'est aussi le racisme intériorisé, le racisme que l'on subit, que les Noirs subissent, mais c'est aussi le racisme intériorisé, c'est-à-dire internalisé, comme disent les Anglais, les Américains. C'est-à-dire qu'on a intériorisé l'infériorité et qu'on est convaincu de l'infériorité. Et puis, il y a bien sûr les conséquences traumatiques. Alors tout ce portrait des Noirs que l'on a fabriqué, c'est-à-dire qui sont paresseux, qui sont indolents, qui traînent, qui n'ont pas de conscience professionnelle, etc. Tout ça, ce sont des conséquences psychologiques directes de l'esclavage. À cette occasion, historiens, généticiens, sociologues et anthropologues échangeront sous forme de séances plénières multidisciplinaires, vérification d'hypothèses, actions à mettre en place, tout un programme pour éclairer l'impact de l'esclavage. C'est un colloque scientifique et c'est pas un colloque de victimes. C'est pas une position victimaire qui va nous motiver. Au contraire, il s'agit d'en sortir.
Donc voilà, on essaye d'être aussi serein que possible et on essaye de revisiter la question de l'esclavage de façon parfaitement scientifique et sereine. Et pourquoi on peut le faire maintenant? Eh bien parce que le temps est passé, parce que justement il y a eu un effet de résilience, parce que le gros cas a fait son travail, parce que en Martinique et ailleurs, le ballet et les danses diverses ont fait leur travail de fierté identitaire. Et donc, on peut désormais revisiter la question de l'esclavage sans souffrir. Ce colloque scientifique international se tiendra le 28 octobre prochain au Memorial Act. Il sera par ailleurs retransmis en direct sur le site internet du CIFAGE. Un ouvrage, publié en français et en anglais, devrait également voir le jour pour servir de référence comparative pour des recherches ultérieures. Ils ne représentent plus que 5% de la population en Guyane française. Les peuples autochtones de la Guyane, les Amérindiens, sont les artisans d'un patrimoine de l'humanité à préserver. Pour la nouvelle génération, il convient davantage d'allier modernité et savoir ancestral. Rencontre avec un jeune Amérindien qui réinvente l'héritage de ses ancêtres. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. La fabrication de samboula nécessite patience et persévérance. Depuis plusieurs mois, Jean-Jacques travaille sur ce tambour traditionnel amérindien. Les peaux et les lianes enfin trouvées, il passe à l'assemblage. On est à l'étape où on a tous les éléments, on a coupé les lianes, donc on va attendre que ça sèche. Et puis une fois que ça sera sec, on va monter le tambour, c'est-à-dire on va tremper les peaux dans l'eau. Et puis on va le mettre autour des lianes avec la corde et puis on va le tendre et puis ça sera prêt pour chanter. Pour un tambour, c'est au minimum 1 mois de travail. Il faut passer par plusieurs étapes avant d'arriver au résultat final. Donc, la fabrication de tambour, donc déjà il faut le tronc, on l'abat et puis on coupe, on les coupe en différentes parties. Donc on enlève le cœur, on donne la forme, on le laisse sécher et puis il faut la peau, il faut 2 peaux, il faut les lianes. Pour un tambour il faut 6 lianes. Donc 2 petits et 2 grandes. Et puis une fois qu'on a tous ces éléments-là, on monte le tambour. Donc on va dire grosso modo pour faire un tambour, ça prend 1 mois. Propriétaire de 7 tambours dont celui de son grand-père, c'est en rénovant et démontant ce dernier qu'il renoue avec la tradition de ses ancêtres. À un moment, notre culture était en train de s'éteindre. Mais avec plusieurs groupes qu'il y a eu sur Awala et Yalimapo, c'est revenu. Et on va dire sur Saint-Laurent, ça fait un moment qu'il n'y a plus de groupe. Avant sur Terre-Rouge, il y avait des chanteurs. Donc on va dire aujourd'hui, avec le groupe que j'ai fait, ça revient. C'est-à-dire nous sommes des chanteurs de Village Pierre et de Saint-Laurent, nous sommes mélangés. Mais en même temps, s'il faut qu'il y ait un partage avec les autres groupes, nous sommes partants. Jean-Jacques est conscient qu'il faudra du temps à la nouvelle génération pour prendre conscience de la richesse et du patrimoine amérindien. Il espère, par son exemple, donner envie aux jeunes d'allier tradition et modernité. Retour en Guadeloupe avec un jeune artiste autodidacte de 18 ans. Il s'appelle Nathanaël et il vous ouvre son univers par une exposition de ses œuvres jusqu'au 22 octobre prochain au centre Rimina Souta à Pointe-à-Pitre. Inspiré par le surréalisme, il navigue entre plusieurs techniques découvertes avec Moïse Esther, Patrick Curie et Jacques Canval. Jeune artiste autodidacte de 18 ans, Nathanaël propose d'entrer dans son univers influencé par René Magritte, un artiste peintre reconnu dans le monde du surréalisme. Qui m'inspire beaucoup par son travail parce qu'en fait en réalité il utilise beaucoup de concepts de réflexion, de concepts où en fait c'est pas du tout cuit. En fait il faut réfléchir lorsqu'on voit le travail. Ça me plaît beaucoup et je pense que je me base beaucoup sur ça dans mon travail aussi. C'est un observateur optimiste et réfléchi qu'il a commencé à bâtir son œuvre avec le soutien de sa famille et de ses amis. Ce qui m'a donné envie d'exposer, c'est que ça fait déjà peut-être 1 an que je travaille sur des œuvres. Il faut se méfier du mot œuvre, on va dire plutôt des travaux. Et ça fait 1 an que je travaille sur les travaux et j'avais envie vraiment de partager avec les gens qui m'ont soutenu, les gens qui ont cru en moi, présenter le travail que j'ai réalisé. Pousser le sens à ne pas s'arrêter seulement au visible, mais aussi à englober toute l'idée sous-tendue par le travail global. Telle est l'essence du projet de Nathanaël. C'est éveiller le sens de la réflexion, éveiller le sens de l'émotion, éveiller le sens de l'observation. C'est pour que vraiment lorsqu'on regarde mon travail, qu'on puisse avoir l'impression d'être devant un Rubik's Cube, mais devant quelque chose où il faut activer la réflexion pour saisir réellement l'œuvre.
Un voyage entre deux univers, deux facettes de sa personnalité, un mariage de style et de technique. Voici pour la méthode. Les deux univers différents représentent vraiment mes deux univers, on va dire, mes deux facettes. Donc il y a la facette où je m'exprime vraiment avec des couleurs, je laisse parler mes émotions. Et de l'autre côté où je suis plus réfléchi, je prends du recul et j'essaie vraiment de mettre des réflexions dans mes œuvres. Donc j'essaie de séparer les deux parce que les deux ne sont pas pareils et il faut forcément les séparer. L'univers singulier de Nathanaël est à découvrir au centre Rémy Nassouta jusqu'au samedi 22 octobre. Et on passe du pinceau au stylo, place aux informations pratiques maintenant. Il y aura des coupures d'électricité prévues à Capesterre-Bello demain dans le quartier de Roseau de 8h30 à 11h, ainsi qu'à Bémao, à Blachon et Calvaire de 8h30 à 10h et au Gosier, à Beaumanoir-Moreau, Barreau de 8h à 16h30. Et puis un café littéraire en hommage à Patrick Saint-Éloi est organisé demain à 20h à Saint-François au restaurant Moulin des saveurs tropicales. Et puis enfin, l'équipe de l'EFS vous donne rendez-vous demain à l'Hyper-Casino des Marais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.